Ramsey, merci de t'être déplacé. Un des grands entraîneurs de boxe au monde. Juste pour ceux, parce que j'ai un public quand même un petit peu plus hockey. Pour ceux qui ne suivraient pas la boxe, là, t'es rendu à combien? Sais-tu ça par cœur, le nombre de championnats du monde? Le nombre de combats, non. Le nombre de champions, si je ne me trompe pas, si on compte Mbili, qui est actuellement le champion intérim de la WBC, c'est 6. OK. Donc, il y a Mbili, évidemment, il y a Beterbiev. Beterbiev, David Lemieux, Jean-Pascal, Oscar Rivas et Leder Alvarez. Wow. Puis, c'est quand même fascinant de se dire qu'à mon... Puis, il y a, en tout respect aussi, puis tu sais, il y a eu d'autres entraîneurs, d'autres champions. Qu'est-ce qui fait que Montréal est écoute, un des berceaux, je ne sais pas si c'est dans le monde, là, où tu situes Montréal? Il faut que ce soit dans les plus grandes villes de boxe au monde. Ben, je pense que, premièrement, il y a une culture de boxe. Ça remonte au début du siècle, là, les premiers grands combats là, ici à Montréal. Je pense qu'on a développé une culture au fur et à mesure que les années se sont déroulées. Aussi, une expertise qui vient avec ça, un peu comme la Jamaïque peut-être a développé en sprint. Ouais. Alors, les boxeurs sont toujours meilleurs. Les entraîneurs sont meilleurs également. Même chose avec les officiels. Alors, on a développé une expertise qui est certaine ici. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ici? En particulier, parce que le début du siècle, il remonte quand même à 100 ans. Oui, mais je te dirais que peut-être le coup, peut-être qui a donné l'envoi, tout ça, c'est peut-être quand Yvon Michel est arrivé de l'équipe nationale amateur, où là, il a vraiment lancé la carrière de Lucas et Wallet. Là, on est passé à une autre étape. On est passé là, des galas où le rêve des boxeurs québécois était peut-être simplement de devenir champion canadien ou d'avoir une carrière qui avait du bon sens, où là, nos aspirations sont devenues vraiment au championnat du monde. Alors là, on s'est mis non seulement à développer des boxeurs locaux, mais également faire venir des boxeurs de l'extérieur. Et là, on a développé encore une fois une expertise qui, je pense pas qu'on peut retrouver ailleurs. Selon toi, c'est la ville de boxe au monde? Pour le développement des boxeurs, je te dirais que oui. C'est sûr qu'il y a d'autres villes comme Vegas où il y a des villes dans le monde où il y a un volume de boxeurs important, alors les gens se développent. Mais je te dirais, là, au pourcentage de réussite, Montréal est sûrement numéro 1, oui. Parce que, écoute, là, il y a ceux qu'on connaît, mais il doit en avoir un méchant paquet qui appelle. Oui. Vous devez en refuser beaucoup? Tout à fait. Et c'est de plus en plus. Il y en a vraiment beaucoup. De partout un peu dans le monde. C'est pas partout qu'il y a des compagnies comme Eyes of Tigers Management en ce moment qui est prêt à investir pour développer des boxeurs. Ouais. Et la mode en ce moment est beaucoup aux grandes entreprises qui essaient de juste prendre des boxeurs qui sont arrivés à terme, qui sont 20, 25-0, qui sont déjà champions du monde et de produire des gros combats. Le développement, on en voit de moins en moins et c'est ce qu'on fait ici. C'est notre spécialité. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans le monde aussi qui viennent pour voir c'est quoi la recette? Les entraîneurs un peu, mais je te dirais beaucoup plus au niveau des boxeurs. Au niveau des boxeurs, surtout quand on fait venir les partenaires d'entraînement, ils voient les méthodes. Tu sais, je vais donner un bon exemple. Ici, il y a un gars qui s'appelle André Koulécha au Québec qui a été le premier entraîneur physique d'Éric Lucas, de Stéphane Ouellette, et c'est Yvon Michel qui l'a apporté dans l'industrie de la boxe. Ouais. Et je te dirais qu'à l'époque, à part peut-être en Allemagne où on voyait ça n'existait pas. Avoir des conditionneurs physiques en boxe, l'entraîneur de boxe était responsable de tout ce qui est technique, de tout ce qui est entraînement. Et là, on a vraiment décidé de fractionner et de laisser l'expertise du conditionnement à un spécialiste, le gym de boxe à un entraîneur de boxe. Et je te dirais que c'est quelque chose qui a été recopié partout dans le monde par la suite. Il y a quelques années, tu m'as donné une entrevue à la presse, puis je ne sais pas si tu vas te rappeler quel bout m'avait fasciné. Tu parlais, tu étais dans ta jeunesse, je ne sais pas si c'est l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Et il y a le moment charnière où tu t'en allais dans le mauvais sens. Tout à fait, oui. Puis tu es allé dans le bon sens. Peux-tu nous rappeler? Puis quand tu as des enfants, puis moi, ça m'a habité quand même de voir là où tu t'es rendu, puis là où tu aurais pu aller. Je pense que pour tout parent d'adolescent aussi, raconte-nous donc cette période-là. Ben, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que j'ai perdu mon père en bas âge, là, à 4 ans. Alors, et ma mère à 16 ans. Alors, je me suis retrouvé comme un jeune adolescent. J'avais une famille, j'avais encore des sœurs qui voulaient prendre soin de moi, mais j'étais à un âge où tu veux prouver un petit peu à tout le monde que tu peux faire les choses seul dans la vie. Ouais. Alors, j'ai décidé de faire ça un peu de moi-même. Là, encore, comme tu as mentionné, j'ai un peu basculé du côté obscur.
J'ai traîné longtemps dans la rue, j'ai fait ce qu'on pourrait dire peut-être de la petite criminalité. En Abitibi? Non, ça, j'étais déjà déménagé. Quand mon père est décédé, on est déménagé dans la région de Trois-Rivières. Oui. Alors, c'est vraiment là que j'ai passé mon adolescence. Et puis, il y avait toujours le sport qui me ramenait un petit peu, mais j'étais toujours un peu en déséquilibre entre qu'est-ce que je vais faire de ma vie, puis également le sport qui me ramenait à la discipline, mais le fait à 16 ans de pouvoir prendre toutes les décisions, j'avais plus de guide, j'avais plus de structure autour de moi, je pouvais faire ce que je voulais. Étais-tu à l'école encore? J'ai laissé l'école à une certaine de cette période-là, justement, où là, vraiment, on a commencé à déraper là, de façon sérieuse, jusqu'à un moment où je me suis retrouvé à Vancouver. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment atteint le fond du baril. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, qu'est-ce qui me reste dans la vie? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Puis, ça restait la boxe. Alors, ça a été de la bouée un petit peu. Parce que tu boxais? Mais j'ai boxé en amateur, mais encore une fois, peut-être pas au même niveau que les boxeurs que j'entraîne performent. Mais j'avais fait de la boxe amateur un peu à Trois-Rivières. Et quand j'essayais de trouver quelque chose autour de moi qui me plaisait puis qui pouvait peut-être me sortir de là, c'était toujours la boxe qui revenait. Mais là, tu es à Vancouver, tu as quel âge? Tu es allé à Vancouver, pourquoi? Puis tu fais quoi à Vancouver? Ben, c'est à force de me promener à gauche puis à droite, puis juste d'aller voir. Honnêtement, on était juste sur le party là-bas. Là. Ouais. Alors, puis là, les choses ont vraiment dégradé jusqu'à un point tel que tu te réveilles un matin, puis là, t'es vraiment pas heureux. Je sais pas, je me ramasse, j'ai peut-être 18-19 ans. Et puis là, il y avait un choix à faire vraiment. Là, c'est soit que je tombais pour le vrai, ou encore je revenais, puis je faisais ma vie. Puis encore une fois, la seule chose à quoi j'avais à m'accrocher, la seule chose qui me faisait vraiment triper comme jeune à cette époque-là, c'était le sport. Alors, c'était de revenir à Montréal. Et là, j'ai pris une décision un peu particulière. J'ai approché Ebi Purven, qui était l'entraîneur adjoint d'Yvon Michel à l'époque, qui était l'entraîneur adjoint de Lucas, de Wallet, et qui était déjà en âge très avancé. Je me suis présenté au gymnase comme un boxeur. Je veux faire partie de l'équipe amateur, mais mon plan était vraiment d'approcher le monsieur pour apprendre mon métier. Okay. J'avais déjà ça en arrière de ma tête. Je savais très bien que je n'avais pas le talent pour devenir un boxeur professionnel, mais je voulais rester dans le milieu. C'était quelque chose d'important pour moi. Puis je savais que c'est un métier qui s'apprend un peu sur le tas, comme les vieux métiers de la construction. Alors, j'ai décidé de juste approcher le monsieur de son entourage. J'ai fait quelques combats avec lui et rapidement, je suis devenu son assistant. Là. Et tu vivais à Vancouver ou tu étais juste là en voyage? En fait, j'ai eu 2 périodes d'1 an là-bas. OK. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait, tu penses, maintenant, avec le recul, que tu avais ça en toi? Parce que ça prend quand même une force, même si tu es dans le dèche, là. Ça prend une force, une voix intérieure pour te dire « Je veux faire ça. Je veux aller voir les bonnes personnes. » D'où tu penses que c'est venu, ça? T'sais, honnêtement, j'étais un peu au pied du mur. J'étais un peu sans autre ressource à l'époque. Et encore une fois, je me trouvais, j'étais dans une période où j'étais vraiment malheureux, je me cherchais beaucoup. Puis, je te dirais pas que c'est quelque chose qui est venu c'est venu de l'intérieur, oui, mais c'était un peu, peut-être le fait d'être aussi pris d'un point de vue social. C'est qu'est-ce que j'allais faire avec ma vie? Où est-ce que je m'en allais? Est-ce que j'ai connu des vrais criminels, puis je sais maintenant que je suis pas un criminel. Avec tout ce que ça l'implique, j'aurais pas été un bon criminel. C'était pas une place pour moi. Mais en même temps, ça prenait une certaine réflexion pour dire, OK, je m'en vais où à partir d'ici? Puis j'avais pas grand-chose à part le sport, j'avais joué au hockey toute ma vie. J'avais fait de la boxe. Les seules choses à quoi je me rattachais, c'était toujours le sport. Ouais. Alors j'ai choisi la boxe, j'ai décidé de foncer, puis on a mis tous nos œufs dans le même panier, puis on est allé. Puis cette gang-là, dans le temps, as-tu renoué un jour avec eux? Est-ce qu'il y en a qui s'en sont sortis? Est-ce qu'il y en a qui s'en sont pas sortis? Comment ça... Ben, c'est un peu ça. Il y a des gens là-dedans qu'on n'a pas vraiment revus, que ça a vraiment mal tourné. Il y en a d'autres qui ont vraiment très bien fait, un peu à l'image de ce que j'ai fait dans d'autres domaines. Et puis, non, j'ai encore des bons contacts avec ces gens-là. Puis c'est pas une partie de ma vie que je regrette. C'était avec le temps, avec un peu de recul, c'est une bonne expérience de vie. Ça m'a fait grandir. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai connu plein de gens intéressants aussi à travers ça. Maintenant, c'était autre chose, disons. Est-ce que ça a pu t'aider dans ta carrière d'entraîneur de boxe? Ah, tout à fait. Ben, je pense que toutes nos expériences de vie nous construisent un petit peu à... Y a-tu des situations où tu penses que ça a pu t'aider soit avec la game mentale? Tu sais, honnêtement, je me suis ramassé avec
à peu près rien dans la vie. Là. J'ai couché dans la rue. Là. Ça peut te donner un peu là, un exemple. Alors, tu sais, il n'y a plus grand-chose. Quand j'ai décidé, tu sais, j'avais rien à perdre. Quand j'ai décidé de foncer pour la boxe, j'avais tout à gagner. J'avais plus rien à perdre. Ouais. Alors, c'est là, je pense que ça m'a donné ça. Ça m'a donné aussi, pas le courage. C'est pas un courage, c'est plutôt une envie justement de foncer qui, encore une fois, quand tu n'as aucune responsabilité, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais rien. Tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est pas toujours la bonne façon d'opérer, mais quand tu es dans cette situation-là, souvent, ça peut fonctionner. Et j'imagine que tu as beaucoup de tes boxeurs aussi qui se sont retrouvés dans une situation peut-être semblable aussi. Bien, c'est souvent le cas. T'sais, on va chercher des boxeurs. Je peux donner l'exemple d'un jeune boxeur que j'entraîne qui vient de Colombie, à ce moment, John Orobio. Si tu voyais de quel quartier qui vient à Cali, il est dans la même situation que j'étais à cet âge-là. C'est exactement la même chose. Là. Lui, il n'y a rien. Il n'y a pas de métier possible à apprendre. Il n'y a pas, à part de faire encore une fois de la criminalité, il n'y a absolument aucune issue pour lui, sauf la boxe. Alors, souvent, les boxeurs, peut-être un peu moins les boxeurs du Québec, mais les boxeurs de l'immigration, issus de l'immigration, c'est souvent le même profil. Puis, est-ce qu'il connaît ton parcours? Un peu. Des fois, quand ils me questionnent, je suis toujours ouvert à en discuter. Ça ne me dérange vraiment pas. C'est pas quelque chose que je vais parler de moi-même. Mais des fois, si c'est une bonne exemple pour une explication, pour quelque chose, une problématique, je peux l'exposer. Et quand tu es allé voir Aby Purvin, est-ce que tu disais que tu voulais apprendre le métier d'entraîneur? Déjà, tu sentais que tu voulais être entraîneur? Oui, j'avais déjà travaillé un peu dans des coins en boxe amateur à Trois-Rivières. Et j'avais été épaté, j'avais vu une lumière un petit peu. Là. Ah oui? Oui, c'est quelque chose que j'aimais. Même, je te dirais, à 16-17 ans, je savais que, premièrement, je n'allais pas être un boxeur d'exception, mais que je savais que je voulais rester dans ce milieu-là, puis je trouvais ça intriguant, être entraîneur. C'est quelque chose que ça m'a accroché rapidement. OK. Tes parents, tu disais que tu as perdu ton père à 16 ans, ta mère à 4 ans. J'imagine qu'ils ont eu le temps de te léguer des choses. Est-ce qu'il y a des trucs dans ce que tu fais aujourd'hui qui ont pu te léguer? C'est dur à dire. C'est dur à dire dans le sens que mon père, je l'ai perdu tellement jeune que je me rappelle plus ou moins. Du côté de ma mère, ben, c'est sûr, la détermination d'une mère monoparentale qui fait tout. Fait que j'ai inversé. Oui, mais en fait, la détermination d'une mère monoparentale qui fait tout pour donner tout ce qu'elle peut à son fils. Je pense que je te dirais la détermination, oui. OK. Puis, le moment déterminant où ta carrière a vraiment pris son envol, c'est quand? Ça, c'est une partie intéressante. J'ai fait longtemps de la boxe amateur où là, je travaillais un peu sur la construction. Je faisais des formations d'entraîneur en même temps. Je mettais beaucoup d'heures par semaine à essayer de développer. Là, j'ai connu, bien sûr, Antonin Descaries, Jean-Pascal, qui ont été mes deux premiers boxeurs d'envergure. Et là, en revenant des Jeux d'Athènes en 2004 avec Jean-Pascal, j'ai travaillé jusqu'au mois de décembre, et là, c'était les vacances de la construction du mois de décembre, et j'ai pris la décision à ce moment-là, dans une semaine. OK, je m'essaye pour le vrai. J'ai appelé l'entreprise, qui est une entreprise d'ici Longueuil, qui est la Céramique Rosa, qui m'ont toujours appuyé beaucoup. Et puis, je les ai appelés pour leur dire, écoute, je vais tenter ma chance au niveau de la boxe. Et puis, honnêtement, c'était kamikaze comme décision. Ah oui? Tout le monde m'a dit de ne pas faire ça. Ah oui? Premièrement, il n'y avait pas de sous. Il n'y avait pas vraiment de sous. Il faut vraiment... Ça, c'est quelle époque, là, pour nous situer par rapport aux champions au Québec, puis tout ça, là? Ben, c'est l'époque où Jean-Pascal tourne chez les professionnels. Okay. Ça donne une idée. Donc, Stéphane Ouellet, c'est fini depuis... Stéphane Ouellet est déjà un petit peu tassé, mais on voit un peu la fin de la carrière. Même chose au niveau d'Éric Lucas. Mais il y a une effervescence quand même au Québec. Oui, il y a eu quand même la grande époque, là, justement, de la montée de Ouellet, des Ouellet Hilton, de Lucas Catley. On a tous assisté à ça déjà. Okay. Il y a déjà une base pour la boxe professionnelle, mais il n'y a pas beaucoup de place. Même encore aujourd'hui, des entraîneurs qui vivent de boxe professionnelle, il y en a peut-être un ou deux au Canada. Là. Au Canada? Oui. Ah oui? Oui. Sans donner de cours privés, seulement faire de la boxe professionnelle, il y en a presque pas. Il y a toi? Il y a moi, il y a Stéphane. Larouche? C'est à peu près tout? Oui, Samuel Descaries. C'était à peu près tout. Ah oui, hein? Fait que c'est pour ça qu'on disait que c'était kamikaze. Et là, tu avais Jean-Pascal et Antonin Descaries. Tout à fait, mais en même temps, ils sont dans une période où ils font des 4 rondes. Ça génère à peu près pas de sous ni pour eux, ni pour l'entraîneur. Mais on avait décidé d'aller jusqu'au bout de notre rêve avec ça. Et puis, j'ai pris un commandement, un peu un engagement envers moi-même. C'est ça que tu veux faire dans la vie, c'est ça qui te rend heureux. Ouais. Puis, je prendrai le résultat qui viendra. Si ça marche, si ça fonctionne, je vais avoir réussi mon coup. Ouais. Si ça fonctionne pas, je vais être dans un milieu que je vais aimer. Je vais faire un travail
travail que j'aime, puis je vais réussir à trouver une façon de bien vivre de ça. Là. Puis à ce moment-là, es-tu seul dans la vie? As-tu des gens à charge ou... Non, pas encore. Bien sûr, j'ai 4 sœurs avec qui j'ai pas été beaucoup élevé parce que mes sœurs sont parties de la maison très tôt. Ouais. Alors, c'était plus une relation à distance avec eux. J'avais un groupe d'amis et c'est à peu près tout. Puis là, tu lâches la construction, tu vis de quoi, là, les mois, les années, je sais pas? Là? Ouais, le premier temps, c'était un peu, on a tiré un petit peu la couverte de tous les côtés. Écoute, il y avait bien sûr un petit peu ce que je générais avec les combats de boxe. Doucement, il y a d'autres boxeurs qui se sont ajoutés à l'équipe. J'avais également une subvention qui venait de l'équipe nationale amateur parce que je continuais à coacher chez les amateurs. J'ai fait ce qu'on appelle du matchmaking, qui était l'organisation de combat pour le groupe Yvon Michel à l'époque. Alors, j'ai fait beaucoup de tâches pour réussir à me faire un salaire. Mais tu vivais de ça, là? J'ai réussi, oui, exactement. Au début aussi? Oui, tout à fait. Tu fais garder le même appartement? Oui, tout à fait, pour être en mesure justement là, de me créer un salaire qui était décent. Là. Puis ça a décollé quand? Vraiment décollé, je te dirais, les premiers gros combats majeurs de Jean-Pascal, là, c'est sûr que on a atteint un nouveau niveau. Et puis, honnêtement, par la suite, on n'a jamais regardé en arrière. Il avait quel âge, Jean-Pascal, quand il est arrivé dans ta vie? 14 ans, 15 ans. Puis c'était qui, Jean-Pascal, à 14 ans? C'était Jean-Pascal que vous connaissez. Il n'a pas changé beaucoup. Ben, mais sa situation, oui. Ouais. En fait, il venait du club de boxe champion. Moi, j'étais au Centre Claude Robillard avec Ebi Perven et son premier entraîneur était Sylvain Gagnon, qui est un entraîneur de renom ici au Québec au niveau amateur. Et puis, il est arrivé avec une grosse équipe et Jean était très, très jeune. Et je m'occupais du groupe un peu plus jeune dans le gymnase. Et doucement, on a développé une relation, là, Jean, Antonin, je te dirais même amis à un certain niveau. Oui. Ouais, mais tu sais, maintenant, je peux le dire parce que j'ai plus de tâches professionnelles avec eux, parce que j'ai toujours essayé de garder cette ligne-là, d'être leur entraîneur et non pas leur ami, mais j'étais tellement jeune à l'époque que ça a créé quand même une relation qui était particulière. Et puis, là, doucement, on a commencé à avoir du succès au niveau canadien, au niveau international junior. Le saut chez Senior par la suite, ça a été... on a beaucoup de succès ensemble, et tout a déroulé à partir de là. OK. Je demande à chaque invité de me fournir 5 photos marquantes, puis on va les commenter ensemble. Oh! Ouais. Déjà les points, hein? Tu avais commencé la boxe à cet âge-là, hein? Ça, c'est à Rouyn-Noranda, ma ville natale. Effectivement, déjà la position de boxe, peut-être que ça me prédestinait à quelque chose. C'est un beau petit costume, hein? Oui, pour l'époque, ça devait être bien. Puis tu vois que le décor, quand même, c'est bien de son époque aussi. C'est bien 70. Hein? C'est 70, ça. Hein? C'est la fin de l'ère Mad Men des années 60, là, avec la couleur des... La décoration particulière. T'as-tu des souvenirs de... Écoute, des fois, on a des petits flashs, là. Non, j'ai quand même une bonne mémoire. Même la maison qu'on voit là en ce moment, je suis parti de là, j'avais 6 ans, mais je me rappelle très bien comment c'était fait. Je me rappelle bien de ma vie en Abitibi, mes premières années d'école. Je me rappelle même si mon père est décédé à 4 ans, je me rappelle, j'ai quand même des bons souvenirs de lui. Là. Oui, je me rappelle avoir été à la chasse avec. Il travaillait pour le CN. Je me rappelle il était contrôleur pour le CN. Je me rappelle avoir conduit des locomotives avec lui. Mais tu m'as pas dit que tu avais 4 ans quand il est décédé, exact. Puis tu te rappelles... Oui, j'ai quand même des flashs de ça. Ouais. C'était quoi en train? Qu'est-ce que tu faisais? En fait, il m'apportait où il y avait le conducteur, puis là, il me faisait tirer l'espèce de sonnette là, de train. Lui était contrôleur pour le CN. Okay. C'est quoi son nom? Guy Ramsey. Guy Ramsey. OK. On va y aller avec la deuxième photo. Alors, ça, c'est moi dans ma jeunesse comme joueur de hockey, un peu plus vieux. Puis quand je mentionne que j'étais accroché au sport toute ma vie, mais c'était ça, quand j'étais jeune, il y avait à peu près juste le hockey qui existait. J'ai joué de novice à midget. J'ai jamais sauté une année. Ça a toujours été mon sport. Encore aujourd'hui, mon sport favori. Je considère la boxe beaucoup plus comme mon métier. Mais ton sport préféré, c'est le hockey? Oui, tout à fait. Puis là, tu me disais avant d'entrer en ondes, tu regardes tous les... Je savais pas que tu savais c'était qui Snake, moi? Tout à fait, non. Tu suis tout ça, là? Je suis tout ça. Je regarde très peu de télé, mais je suis beaucoup de podcasts, beaucoup de matchs de hockey. C'est mon dada un petit peu. Ah oui, hein? Mais là, tu dois avoir du fun avec le Canadien. Tout à fait. Non, c'est une période qui est le fun. Mais je te dirais, je suis fan du Canadien. J'aime quand ça fonctionne bien. Mais je suis plus un maniaque de hockey comme tel. Ah oui, de la Ligue nationale en général. La Ligue nationale, je regarde d'autres matchs. Je regarde d'autres ligues également. Ouais. OK. C'est quelle équipe qui peuvent t'intéresser là, de suivre, juste par curiosité? Le Canadien, c'est intéressant en ce moment parce que là, tu vois, il y a quelque chose qui se prépare. Toutes les équipes qui sont en reconstruction. C'est toujours intéressant de voir, OK, ça part de où, ça va aller où. Je pensais pas que Mac Ramsey me parlerait de reconstruction aujourd'hui. Non, c'est ta spécialité à toi, ça. Non, mais quand même,
c'est intéressant. Puis tu disais que tu regardes même d'autres matchs ailleurs que la Ligue nationale. Là. Tout à fait. Je regarde un peu de KHL, NCAA beaucoup. Le vendredi soir, habituellement, c'est ma soirée NCAA. Là. Non. Ouais, Tu as un abonnement puis tu regardes les... Non, je le regarde souvent sur des plateformes, des streams américains. Où je réussis à trouver... Là. J'ai commencé ça un petit peu au Wisconsin avec Caulfield. Non. Par la suite, t'es un maniaque, puis c'est vrai, là. Ouais, une fois par semaine. J'aime ça regarder. Fait que tu regardes Michael Age aussi à Michigan, puis tout ça. Oui, tout à fait. OK. T'étais quel genre de joueur de hockey? Ordinaire. J'étais pas le meilleur. J'ai joué dans le simple lettre à peu près toute ma vie. La dernière année que j'ai joué midget, j'ai réussi à faire le 2C. Et c'est pourquoi je me suis approché de la boxe. C'est le hockey. Ah oui? La raison particulière, si on se rappelle le retour de Guy Lafleur, ça avait été fait... Sa préparation avait été faite au club de boxe champion de George Sherry. J'avais vu ça dans les journaux. Et j'avais décidé, si je ne me trompe pas, j'étais-tu Bam-Tam? Je ne me rappelle plus exactement, Pee-Wee ou Bam-Tam. Et j'avais décidé, OK, tout l'été, je vais aller m'entraîner à la boxe pour me préparer. Je voulais faire le 2 lettres, absolument. Ouais. Et puis, je me suis présenté dans un gymnase de boxe de Cap-de-la-Madeleine, tout près de Trois-Rivières. Et puis, j'ai jamais lâché la boxe par la suite. OK. Puis, le lien avec Guy Lafleur? Mais c'est en fait, il avait fait un retour qui était réussi. Alors, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Tout le monde savait que l'entraînement de la boxe est un entraînement qui est très particulier, très demandant. Je trouvais que c'était la meilleure manière possible de me préparer. OK, là, je viens d'allumer. Puis là, la boxe n'était pas dans ta vie à ce moment-là? Non, là. pas encore. C'est vraiment le hockey qui t'a amené à la boxe? Tout à fait, oui. Ah, wow. Guy Lafleur t'a amené à la boxe? Oui, je me rappelle d'avoir vu là, dans les journaux là, toute l'histoire entourant là, son camp d'entraînement fait au club de boxe champion de Montréal. Et puis, ça m'avait inspiré là, à aller m'entraîner. Fait que si Guy Lafleur n'est pas là, on n'a pas un grand coach international de boxe. C'est possible qu'on aurait passé tout droit avec ça, oui. C'est fou, pareil. Prochaine photo. Ça c'est pour montrer les bienfaits de la boxe. Vous voyez la différence entre maintenant et dans le temps que je boxais. 147 livres, je dois avoir peut-être 18 ans. Oui, je boxais, c'est les 147. Écoutez, c'était mon entrée un peu dans le milieu. J'ai boxé, j'ai fait une quinzaine de combats. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce sport-là, mais comme je t'ai mentionné, j'ai rapidement compris que ce ne serait pas comme boxeur que j'aurais une carrière, mais je voulais rester dans ce milieu-là. C'est un milieu que j'aimais beaucoup. OK, parce que là, tu es en train de nous dire que la pesée, ça serait difficile, là. Non, là, je fais pas le poids, c'est clair. Ou on change de catégorie. La prochaine? Ça, c'est ma relation avec Jean et ça a lancé un peu ma carrière. Puis il faut comprendre, j'ai une bonne anecdote sur ça. On se retrouve après les Jeux olympiques. Il y a un Italien de New York qui nous approche, qui nous suit de tournoi en tournoi. Ouais. Il nous explique pas vraiment qui il est, mais il y a de l'intérêt pour nous. Là, je commence vraiment à lui poser des questions. Il dit que c'est un gérant de boxe. OK, c'est correct. Et il veut nous apporter à Las Vegas après les Jeux. Pour vraiment évaluer Jean. Ouais. Puis là, on fait un petit groupe de boxeurs, dont Antonin Descaries, dirigeant. Il y avait Berman Steven faisait partie qui est devenu champion du monde des poids lourds. Exact. Oui. Je les ai tous apportés à Vegas. On a été faire une évaluation là-bas et on a compris là-bas que c'est des gens qui étaient engagés par Don King et qui voulaient signer Jean. Et l'idée en arrière de ça, c'était de me tasser de là. Parce que j'étais un jeune entraîneur, je n'avais pas l'expérience pour conduire l'expérience. Et puis, Jean leur a simplement dit, s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de deal possible. Wow. Alors, on est revenu à Montréal, on a signé avec Groupe Yvon Michel et on a connu la carrière qu'on a connue. Et si Jean ne fait pas ça à cette époque-là, probablement que je n'aurais pas eu de carrière. C'est vraiment lui, tu sais, au-delà de la relation et du succès qu'on a eu ensemble, il y a eu une loyauté qui m'a donné vraiment une chance comme entraîneur. Bien, j'étais un jeune entraîneur et c'est souvent vu comme signe de non-expérience. Oui. Alors, si Jean ne me donne pas cette chance-là à ce moment-là, peut-être que je ne serais pas rendu aujourd'hui ce que je suis. En avez-vous reparlé souvent? C'est arrivé à quelques reprises. Oui. Tu sais, même, Jean, on a une relation un peu haine-amour ensemble. Tu sais, je l'aime beaucoup pour qu'est-ce qui est, tu sais, on a vécu longtemps ensemble, à tous les jours, à s'entraîner à tous les jours pendant des années. Je connais Jean-Pascal très bien. J'ai beaucoup de respect pour lui. Tu sais, honnêtement, tous les coups qu'il a pris, ça m'a permis de payer ma maison, ça m'a permis de faire une famille. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais on est arrivé à un point dans sa carrière où j'aurais préféré qu'il arrête et lui voulait absolument continuer. Ouais. Et ça a été un point de rupture, mais encore aujourd'hui, on a une bonne relation. On s'appelle, il m'appelle à ma fête. Les deux, on était garçons d'honneur au mariage d'Antonin Descaries, alors on a gardé une bonne relation malgré tout. Pourquoi ça a failli c'est arrivé un point de rupture? Tout à fait. Pourquoi? Ben, je pense que la première raison, c'est que c'est après plusieurs années, je pense que le message de l'entraîneur qui est toujours le même, qui est toujours... Et Jean avait quand même encore beaucoup de succès.
mais s'entraînait peut-être pas de la manière que moi j'aurais voulu qu'il s'entraîne. Ouais. J'aurais voulu qu'il soit by the book, là, très discipliné. Et Jean a toujours été un gars qui aimait vivre. Ouais. Alors, puis moi, la boxe, j'ai toujours aimé, moi, de faire le sport, on le fait bien. J'aime retirer mes gars assez jeunes de ce sport-là. C'est quand même des coups sur la tête. Ouais. Il faut rester conscient de ce qu'on fait. Et puis, je trouvais qu'il le faisait pas bien. Je trouvais qu'il ne se donnait pas une chance de bien vieillir là-dedans, malgré que par la suite, il y a eu encore du succès. Ouais. Mais moi, je ne parlais pas au niveau boxe, je parlais au niveau humain, je parlais au niveau santé. Ouais. C'est ça qui me préoccupait. Et puis, on n'était vraiment pas d'accord sur le même point. À un certain moment donné, je pense qu'il était un peu tanné d'entendre toujours les mêmes choses. Et il a décidé de continuer de son côté. Puis c'était bien correct comme ça. T'as-tu réussi quand même à les retirer la plupart au bon moment? Je pense que David Lemieux, ça a été au bon moment aussi. David Lemieux, c'était quand même une bonne histoire. On savait, même avant son dernier combat contre Benavidez, on avait déjà une idée. J'avais parlé à Camille et Stéphane. Camille, je le vois, le ralentissement du métabolisme au gymnase. Il n'est plus en mesure de faire ce qu'il faisait dans le temps. Nous, on garde un historique de tous les exercices, de tous les... J'ai même un technicien en neurologie qui travaille avec nous. Alors, les temps de réaction, même sans parler de commotion, on voit quand le métabolisme de l'athlète commence doucement à décroître. Et puis là, on voyait qu'on n'avait plus les mêmes scores doucement. Là, il prenait de plus en plus de coups pour rien au gymnase. Et là, j'avais mentionné à Camille, c'est le dernier combat. On va le laisser. On savait que c'était un combat qui allait être payant pour lui. Ça allait l'aider pour son avenir, mais c'était aussi le moment de tirer la plug. Et quand c'est venu le moment de lui parler, il n'y a eu aucune résistance. Ah non? Non, il m'a dit, écoute, je t'ai tout le temps dit que j'allais t'écouter au moment venu, puis je t'ai toujours demandé de me le dire quand ça allait être assez. Je serais stupide de ne pas t'écouter. Là. Puis je pense de mémoire aussi que il y a eu beaucoup de drames dans la boxe, puis il y en a eu au Québec aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de drames chez vous, là. Non, j'ai pas d'historique. Puis même David Lemieux, écoute, là, je n'étais pas dans le secret des dieux, je ne sais pas si tu peux le dire ou non. Il y a un combat qui a été annulé à la dernière minute avec un truc de poids. Est-ce que j'ai tout le temps pensé que c'était peut-être parce qu'il était trop déshydraté et que vous ne vouliez pas risquer. Exactement. Et je pense que la déshydratation, c'est un facteur qui mène à des drames. Tout à fait. Il faut Peux-tu expliquer aux gens? En fait, on est à New York, on est dans un combat, et pour comprendre l'ampleur de l'histoire, on avait un combat garanti contre Canelo si on gagnait le combat de New York. Et on est arrivé dans une situation où David essayait de perdre de poids et David, il a quand même un peu de responsabilité là-dedans, toujours eu un peu de difficulté à être discipliné au niveau de la nourriture. Alors, on se battait toujours contre la balance depuis le début de sa carrière. Souvent, c'était un plus gros challenge que les adversaires eux-mêmes. Et puis, on est arrivé à New York où là, vraiment, on a eu à perdre du poids et un peu à la dernière minute. Et là, je voyais, pendant qu'on perdait le poids, il était sur le bord de perdre connaissance. Là. Et là, moi, je faisais le calcul. J'ai à l'embarquer dans 24 heures dans un combat de 12 rondes avec un gars qui est assez fort, un gars qui est réputé pour avoir une force de frappe. Et là, même que ça nous a demandé des soins d'une infirmière à un certain moment donné. On l'a même hospitalisé pour quelques heures pour être sûr qu'il s'est ridadé comme il faut. Et puis, à un certain moment donné, non, je suis responsable de sa santé, puis ça passe avant tout. Mais c'est ta décision. Oui, mais écoute, je me suis assis avec Camille et Stéphane, et puis lui, il m'a vraiment backé dans cette histoire-là. Il m'a vraiment encouragé là-dedans. Il n'a jamais essayé d'intervenir, même si monétairement, c'était dramatique pour David, c'était dramatique pour l'entreprise aussi, pour le promoteur. Et il y avait beaucoup de sous d'impliqués. On parle de plusieurs millions de dollars. Mais encore une fois, j'ai pas d'historique de gars maganés, puis j'en veux pas. Mais d'abord, c'est très déchirant. Puis c'est facile de dire, on prend la chance. Oui, mais en même temps, tu sais, j'ai pas... j'ai une maison, je vis bien. David avait une maison, on vit bien, une famille. C'est pas comme si on jouait notre vie là. Puis je pense qu'à un certain moment donné, jusqu'à où on a besoin de tant de cet argent-là, est-ce que c'est un risque? Je trouvais que c'était plus un risque qui en valait la peine. Mais il y en a un paquet qui l'aurait fait. Ah, ça les a. Tu sais, dans la boxe, quand même. Tout à fait. On le voit souvent. Ça leur appartient, mais la boxe, c'est pas un jeu. Il faut rester conscient que c'est un sport qui peut être dangereux si c'est pas bien fait. Fait que ça doit être pour toi quand même une fierté quand même importante de te dire mes boxeurs s'en sont bien tirés, puis même dans leur après-carrière aussi. Que ça... Tout à fait. Tout à fait. Je regarde Antonin Décarie, là, on dirait qu'il sort d'un doctorat tout à fait. À Sorbonne, là. Tout à fait. Et non, puis je te dirais que c'est une des plus grandes fiertés que j'ai.
Même encore aujourd'hui, quand j'arrive dans des situations où je dois expliquer à des boxeurs qu'il est maintenant temps d'arrêter, souvent, je peux me référer justement à Antonin, je peux me référer à d'autres boxeurs que j'ai eu dans le passé, que ce soit Oscar Rivas, que ce soit Eléder Alvarez. J'ai pas de désastre dans mon historique. Beterbiev, qui est probablement ton plus grand champion, qui est connu dans le milieu, mais qui est pas... Tu le mets sur avec Nick Suzuki, tu sais, le hockey étant ce qu'il est au Québec, mais dans le monde, écoute, c'est une idole internationale. C'est quoi cette bébête-là, Beterbiev? C'est très particulier. C'est très particulier. Écoute, moi, je l'ai connu, il arrivait des rangs amateurs. Il avait été drillé avec l'équipe russe pendant près de presque 10 ans de temps. C'est quoi driller? C'est la discipline et rien. Il y a rien qui est laissé au hasard. C'est la discipline de A à Z. Beterbiev prend aucune décision qui va contre sa carrière, ne se met rien dans la bouche qui va contre sa carrière. Il n'y a rien, il n'y a pas de faiblesse au niveau de la prise de décision. Il y a un objectif et tout est aligné pour ça. Alors, c'est particulier, surtout quand tu vis dans nos vies nord-américaines où on est souvent dans la consommation de plein de choses, puis dans le fantastique un petit peu. C'est la première fois que je travaillais avec un athlète qui était autant discipliné. Fait que c'est quoi sa vie dans sa journée type? C'est presque un moine Shaolin. Là. Sérieux? Oui, tout à fait. C'est se lever, c'est de déjeuner, il mange les bonnes choses, entraînement, qu'il y ait combat, pas combat, il est toujours à l'entraînement. Tout ce qu'il fait, les heures de sommeil sont calculées. Il y avait son petit livre là, avec toutes les heures de sommeil à tous les jours. Puis on essaie de comprendre quand il fait une bonne performance, qu'est-ce qu'il a mangé, comment il a dormi. Il laisse absolument rien au hasard. Okay. Disons que tu as quelqu'un qui rentre dans la pièce ici qui n'a aucune idée c'est quoi la boxe. Puis on te demande d'expliquer c'est quoi... Arthur Beterbiev, puis la portée de ses exploits. Comment tu ferais un résumé simple de tout ce qu'il a pu accomplir? Ben écoutez, champion du monde chez les amateurs, champion unifié, il a gagné tous les titres qui étaient possibles de gagner chez les professionnels. De loin, le boxeur le plus performant qu'on a jamais eu ici au Québec, au Canada. Dans l'histoire internationale, tu le rangerais? Au niveau international, écoute, il a dominé sa division pendant près de 10 ans, de loin, où il était vraiment... les gens avaient peur de lui. On a même gagné des combats un peu comme Tyson faisait dans les années 80, là, avant le combat même, juste par intimidation. Comment tu le voyais, ça? Je le sentais. On le sent la pesée, on le sent dans les réactions, dans les entrevues, dans les réactions des adversaires. On le sent que la pression du combat les écrase, les highlights d'Arthur, des knockouts d'Arthur, des KO d'Arthur intimidaient les gens. Et on le sentait si on avait un adversaire qui était capable de passer au travers ça ou quelqu'un qui était déjà écrasé. On le sentait. Est-ce que tu es un caméléon? Est-ce que tu changes selon ton boxeur comme entraîneur? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix en boxe. Je ne sais pas dans les autres sports, là, ça doit être très particulier dans les sports d'équipe, mais dans le sport individuel, j'ai pas le choix. J'ai un individu, j'ai un trait de personnalité qui vient avec, j'ai des qualités athlétiques, des défauts, des choses, des forces, des faiblesses, et je me dois de marier ça avec qui on affronte. Pour la fun, là, disons, Jean-Pascal, David Lemieux, Beterbiev. C'est des approches complètement différentes. Toi, c'est qui Marc Ramsey par rapport à ces trois-là? Là, C'est Beterbiev, je vous dirais, on en reste à la boxe très technique, très peu d'émotions, spécifique dans mon langage, dans mon approche, mais très court. Pas beaucoup d'informations. Il faut que ça soit très militaire. Comme il est habitué. Exact. Un gars comme Jean-Pascal, tu peux naviguer un petit peu entre les deux. Tu peux avoir un côté un peu plus émotif. Tu vas le faire mordre si tu lui fais un speech entre les rondes, un discours là, pour le motiver. Il va mordre, il va embarquer. Mais c'est quelqu'un qui aime aussi savoir c'est quoi le plan, puis bien le comprendre avant d'embarquer sur un ring. Alors, c'est autre chose. David Lemieux, lui, il verse plus sous... Lemieux, c'est un peu le contraire. Lemieux, je peux pas être, moi, trop émotif parce que lui, il devient trop. Ah oui? Alors, une éponge. Exact. Je dois modérer. C'est un taureau en liberté, là, David Lemieux. Alors, je me devais vraiment d'apaiser tout ça un petit peu, sans le castrer, je te dirais. Ouais. Il fallait que je sois en mesure de contrôler un peu, pas qu'on soit hors contrôle, hors technique. Fait que tu jouais une game aussi quand même de contrôle. Tout à fait. T'es-tu un émotif? De nature, oui. Oui? Oui. J'ai tendance à... Même que je trouve que c'est une faiblesse un peu que j'ai comme entraîneur, des fois, rapidement, je me mets à chialer, à crier rapidement, ouais. C'est quand le moment, je ne sais pas si tu t'en rappelles de même, là, où tu as senti que
sans dire une perte de contrôle, mais que de tes émotions, tu aurais aimé avoir un meilleur contrôle de tes émotions? Définitivement, le premier combat Hopkins-Pascal à Québec. Oui. Où là, on faisait face à un vieux loup qui avait déjà vu neiger. On a un début de combat où on domine vraiment le combat. On envoie même Hopkins au plancher. Puis je me rappelle dans ma tête avoir fait une erreur de débutant où là, vraiment, on était en train de battre le bonhomme. Là. On va le battre. Mais on était loin de le fil d'arrivée des 12 rondes. On n'était vraiment pas arrivé. Et puis, quand on a commencé à perdre les rondes, quand Hopkins a commencé à comprendre Pascal et gagner des rondes, mettre des rondes en banque, j'aurais été en mesure, d'une façon plus contrôlée, de reprendre la possession du combat d'un point de vue tactique, de parler à Jean un peu plus calme, de le ramener sur terre. Jean a paniqué, on a paniqué également dans le coin. Oui, on était vraiment sur les émotions. Là, comment, il faut que tu te ressaisisses. On n'était pas dans la tactique. On n'était pas dans, OK, c'est de la façon, il fait ce comportement-là, il faut nous comporter comme ça, puis ça va nous apporter à ce résultat-là. Il n'y avait plus rien de tactique en arrière, c'était vraiment trop versé dans l'émotif. OK. Puis y a-t-il un moment où, au contraire, tu as senti que tu as eu un impact, puis que tu as fait virer une situation? Oui, ça aussi, c'est arrivé. Eledor Alvarez, knock-out sur Sergei Kovalev, qui était un combat où on n'était pas favori du tout. Mais on voyait depuis quelques combats on voyait un ralentissement chez Kovalev et on avait vu un peu un exemple avec André Ward qui l'avait battu, même si ça avait été un combat très dur. Nous, on s'est accroché à des points techniques dans ce combat-là où on a vraiment cru à ce qu'on faisait. Et puis, c'était un peu kamikaze comme tactique. On voulait vraiment ralentir le combat. On savait qu'il déployait beaucoup de puissance en début de combat, avait tendance à en avoir beaucoup moins de 6 à 12. Et on voulait attaquer à partir du 6e round. Et la tactique a marché, a fonctionné là, de A à Z. OK. As-tu des enfants? Oui. Quel âge? J'ai un gars adoptif de 27 ans. Okay. J'ai une fille qui vient du premier mariage de ma femme, qui a 25 ans. Et j'ai ma fille que j'ai eue avec cette conjointe-là, qui a maintenant 12 ans. Donc, t'es-tu à 10 ans? Ou... Non. T'es jeune? Non. Pas si jeune que ça. Non. Puis 72. Hein? 72. J'ai 53 ans. As-tu touché à la boxe? Non, du tout. C'est pas quelque chose que j'ai... Mon gars adoptif a longtemps voulu... Il m'a demandé à quelques reprises. Il était très jeune à l'époque et j'ai voulu le diriger vers le judo. Ouais. Ça a bien fonctionné. Il était performant dans ce sport-là et il m'en a jamais reparlé. J'ai pensé que c'était pas nécessaire de... Tu souhaitais pas ça pour c'est eux? Pas quelque chose de... Puis ceux qui ont suivi non plus? Tout à fait, non. OK. C'est un milieu très particulier. Il faut être... avoir eu un gars qui m'aurait dit, ou une fille même, qui m'aurait dit c'est absolument ça que je veux faire. J'aurais essayé de l'accompagner là-dedans, mais honnêtement, je souhaitais autre chose pour mes enfants. Il reste-tu des photos? Je pense qu'il reste des photos. Ouais, ça c'est ma famille. OK. Ma famille, puis c'est quelque chose un peu ma fille maintenant qui est jeune, qui est rendue à 12 ans maintenant, ma conjointe. Et eux, tu sais, honnêtement... Leur nom? René, Audrey. Oui. Et puis, c'est sûr qu'eux autres sont venus stabiliser toute ma vie. Là. C'est surtout avec ce que je vous ai conté, c'est partir d'une époque où ça va relativement mal dans la vie, de se ressaisir. J'ai mis énormément d'heures et de concentration à la boxe à un niveau où il y a à peu près juste ça qui existait. Et ça devient aliénant un petit peu, là, 100% de quelque chose dans une vie. Ouais. Et puis ça, c'est venu mettre un ballon là, dans mes affaires. Ça a été un peu la conclusion. Parce que tu m'as parlé de beaucoup de grands moments, puis là, je te sens ému en parlant de ta famille. Non, mais c'est venu, ça a donné un sens à tout, là, à tout ce que j'avais fait, tout le retour. De partir d'un point où on va faire quoi dans la vie à OK, on réussit, on fait des combats, j'ai réussi à gagner ma vie avec ça. Mais encore une fois, j'ai tellement mis d'heures dans la boxe qu'à un certain moment donné, il y avait juste ça qui existait. Ouais. Et ça, c'est venu... Ça m'a donné une raison pourquoi que je faisais tout ça. Ça m'a donné un peu d'équilibre, je te dirais, dans la... Puis, René, ça prend quelqu'un de particulier pour épouser non seulement Marc Ramsey, mais ta vie. Ils vont la canoniser aussitôt que je meurs. C'est spécial, là. Je peux te conter une histoire intéressante là-dessus. La première rencontre que j'ai faite, je l'avais par des amis, Russ Sandberg, qui nous a présenté.
j'avais communiqué quelque peu avec elle pendant un camp d'entraînement sur Internet, mais pas plus que ça. Je l'ai invité au combat. C'était le deuxième combat Hopkins-Pascal. Vous étiez rencontrés une première fois Exact, dans un on resto, s'est vu, quelque on chose? s'est parlé. Là, pendant 8 semaines, la durée du camp d'entraînement, on communique un petit peu. Ouais. Puis j'ai dit, je vais t'inviter au combat. Là, je reviens du camp d'entraînement qui est en Floride. On fait Hopkins-Pascal 2. Et là, tu connais le résultat du combat, où on a perdu. Oui. Alors là, la femme de Rosenberg qui dit, là, tu rentres dans la chambre puis tu parles pas, tout le monde va avoir le moral d'un talon. Et là, je suis allé la voir. J'ai dit, je suis vraiment intéressé. C'est juste que là, le moment est comme un peu... est pas le meilleur. Je te demande, laisse-moi une semaine, puis je te promets que je vais te rappeler, je suis sérieux dans ma démarche. Et puis, elle n'a pas fait de drame. Rien du tout. Elle n'a pas oui, il n'y a pas de problème, je comprends la situation. Puis je savais, dès ce moment-là, que c'était la bonne fille. Mais elle était... Écoute, il fallait qu'elle veuille être avec toi à ce moment-là aussi, rentrer dans le vestiaire puis se faire dire ça, là. Oui, tout à fait. Puis c'était un moment, tu sais, je connais pour avoir eu d'autres relations dans ma vie. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'auraient dit, écoute, là, c'est pas sérieux, puis on met un point final à tout ça. Non, il n'y a pas eu de drame. Puis je savais que, tu sais, même ma vie, c'est vraiment des montagnes russes. Alors je savais que c'est quelqu'un avec ce tempérament-là un petit peu que j'avais besoin à mes côtés. Puis quand tu dis montagnes russes, c'est les voyages, c'est quoi toutes ces montagnes russes-là? C'est le temps que j'ai à donner aux gens parce que je suis tellement concentré sur mon travail, c'est les voyages, les camps d'entraînement, c'est souvent 8 semaines plus la semaine du combat. On parle de 9 à 10 semaines à l'extérieur où je ne suis pas là du tout. Puis je ne reviens pas après 2 matchs, là, je ne suis pas là vraiment. Là. Alors ça, c'est 3 à 4 fois par année. Plus, je ne sais pas, moi, facilement 60 heures de travail par semaine. 60 heures. Puis t'es-tu j'imagine que tu dois dans ta bulle aussi avant un combat important? Avant et après? Tout à fait. Après, j'ai un relâchement. Oui. Oui, après, j'aime bien lâcher prise. Avant les combats, non, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de préparer la guerre comme il faut. Seul à la maison, là? Oui. Souvent le soir, très tard, regarder mes vidéos, préparer mes entraînements, ma planification. Je fais ça seul. T'es pas parlable, là? Je suis parlable, mais tu peux pas me demander, là, OK, on va aller manger au restaurant, c'est pas le moment. Là. OK. Ah oui, hein? Oui. OK. Puis elle est parlable tout le temps? Tout à fait. Non, j'ai été vraiment chanceux. Sainte-Renée? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il reste des photos? Ouais. Ouais. Écoute, curiosité, puis là, tu peux me dire, t'attends pas de répondre. Jake Paul, tu veux-tu en parler? Ouais, pas de problème. C'est bon pour la boxe? Je pense que oui. Je pense que oui, il génère beaucoup de gens qui n'achèteraient pas de billets, qui n'achèteraient pas de pay-per-view. Ça fait rouler l'industrie. T'sais, nous, on pense à Léla Baudouin qui a eu une chance de boxer en sous-carte avec la meilleure bourse de sa vie, avec la chance de boxer sur Netflix. Et c'est toute la sous-carte. C'était à plusieurs reprises. Je pense que c'est bon pour la business de la boxe. En même temps, ça enlève un peu de crédibilité. Ça a l'air d'un cirque un petit peu. Alors, il y a un pour, il y a un contre. Mais règle générale, je te dirais que c'est quelque chose qui est bon pour la boxe. Est-ce que je me trompe en pensant que ça aurait pu être fini en 30 secondes? Oh, pas nécessairement. Parce que j'avais l'impression qu'il frappait sur les épaules. Ouais. Puis qu'il, des fois, il swingait un boxeur de même, là, ça ne swing pas dans le bas si facilement que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est un boxeur quand même pas pire. C'est un boxeur moyen. Il pourrait peut-être gagner les gants dorés ici au Québec en boxe amateur. Il sait comment se comporter sur un ring de boxe. Même Jean, j'ai fait des camps d'entraînement avec lui, puis il me dit, le gars, il sait boxer. Ah oui? Oui. Alors, tu sais, il n'est pas d'un très grand niveau, mais il sait quand même boxer. Puis il est surtout brillant. Ce qu'on a vu dans le combat, c'est un gars qui essayait de survivre. Il essayait pas vraiment de boxer. Il se déplaçait beaucoup. Là, tu as un poids lourd qui est très peu mobile. Puis il dit pas à l'autre, ménage-moi jusqu'au cinquième? Mais j'ai eu l'impression souvent dans ces combats, mais pas au dernier combat. Non? Non, j'ai même que je chantais même un peu Anthony Joshua. Il trouvait que le temps était long. Il avait hâte qu'il arrête de se déplacer. Ah là, je suis sur le cul. Non, il était. Moi, je suis un peu épaté par ce qu'il a réussi à faire. OK. Ouais. Parce que moi, j'avais comme le feeling que, garde, vas-y, ménage-moi, puis au cinquième, s'il faut que tu me frappes, puis là, il l'a frappé. Où ce qu'il était en mesure de le frapper, c'est quand il a arrêté de se déplacer. Là, il a commencé à être fatigué. Cinquième round, les jambes ont lâché. Là, la cible est devenue fixe. Et là, on a assisté à ce qu'on a... Fait que ça a été un vrai combat. Oui, tout à fait. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour Marc Ramsey, là? Alors là, on a beaucoup d'affaires sur la planche à dessin. En fait, on attend après les autorités de Saoudi, d'Arabie Saoudite pour le prochain combat de Christian Mbili, qui devrait être fin mars
pour certifier son championnat intérim en vrai championnat mondial. Ouais. Alors, ça, c'est un projet. On a un autre projet pour Aslam Makhmoudov. Je ne peux pas nommer le nom de l'adversaire, mais il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour lui en Angleterre. Alors, il y a des belles choses là, jusqu'à l'été. Écoute, Makhmoudov, justement, puis ça peut être un sujet délicat. Moi, à un moment donné, au début, j'ai dit que le prochain champion du monde n'est pas lourd. Il avait de l'air invincible. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, premièrement, on a vu l'évolution de la qualité des adversaires. Là. Tu commences à découvrir les boxeurs quand ils affrontent des vrais boxeurs. Makhmoudov est un gars qui a eu beaucoup de boxe amateur, qui boxait relativement bien. Sa boxe a toujours été appuyée sur la puissance. Et quand il est devenu professionnel et qu'il s'est mis à passer les KO à tout le monde, je pense qu'il a embarqué un peu dans la hype, un peu dans le... Il a commencé à croire tout ce qu'il lisait puis tout ce qu'il voyait. Les gens voyaient le prospect de l'année puis le gars qui va mettre KO tout le monde. Puis je pense que lui-même, on s'est battu beaucoup dans le gymnase avec lui, à essayer de lui faire comprendre, il faut que tu boxes. Ouais. C'est pas vrai que tu vas coucher les gars du très haut niveau de cette façon-là. Alors, mais lui, il pensait qu'elle allait le faire. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas eu des échecs, on n'a pas été en mesure de le rasseoir et de dire okay, on recommence à zéro. Là. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on te prévient de ce qui allait se passer. Là. Maintenant, on est rendu là. Alors, il a fallu le reconstruire un petit peu. Là. T'enverrais-tu des boxeurs contre Jake Paul pour un peu mousser la... Ah, mais je peux pas empêcher un boxeur d'avoir accès à ces sous-là. Il y a tellement de sous d'impliqués. C'est fou, là. C'est tellement difficile en boxe professionnelle de gagner sa vie avec ça. Alors, je pourrais pas... C'est des dizaines de millions. Ouais, facilement, oui. Alors, je pourrais pas empêcher. Même si je suis pas le plus grand amateur de ce cirque-là, je pourrais pas empêcher Makhmoudov, là, contre Jake Paul, ça finit de bonne heure? Ou... Bon, on aurait une autre fracture de la mâchoire. Oui, hein? Oui, c'est le même résultat. Bon. Merci, Marc. Puis pour ceux qui veulent rester avec nous pour les questions Bonnie, c'est sur chaosport.tv.